France Maghreb 2. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Parler lecture avec moi MK. Alors, la semaine dernière c'était la première. J'espère que ça vous a plu. Donc il y a eu plusieurs commentaires sur Facebook et je vous en remercie. Donc n'oubliez pas, vous pouvez participer en direct à cette émission sur la page Facebook de France Maghreb 2 ou alors sur ma propre page Facebook. Mais c'est mieux de passer sur France Maghreb 2. Alors aujourd'hui le programme c'est le prix Goncourt, comme vous le savez tous. La semaine dernière on a eu le droit à ce battage médiatique autour de ce prix extraordinaire littéraire, le meilleur prix de France en littérature, et je vais vous en parler aujourd'hui. Nous allons voir l'équipe, le jury qui a été constitué pour l'occasion et qui a décerné ce prix. Et je vais vous présenter donc le livre lui-même pour que vous ayez un petit aperçu du travail qui a été fourni pour gagner ce fameux prix. Alors, vous savez aussi que vous pouvez participer à l'émission avec nous en appelant au standard de France Maghreb 2 au 01 40 33 9000. Je répète, 01 40 33 9000 et vous pouvez poser vos questions. Alors, le prix Goncourt, c'est le plus prestigieux des prix littéraires et du point de vue de la culture en France, c'est quelque chose qui fait l'unanimité. C'est très important de le connaître. Donc, il récompense les auteurs qui écrivent en français. Et c'est un peu, si vous voulez, le ballon d'or de la littérature. Il n'y a qu'à voir l'engouement médiatique auquel on a eu le droit la semaine dernière, parce que le jury se sont réunis plusieurs fois, et dès qu'on va donner le nom du gagnant, eh bien, on a l'impression qu'on va entendre parler de Messi ou de Cristiano Ronaldo. Et la comparaison ne s'arrête pas là, parce que quand vous voyez comment les livres sont écrits, c'est pas des petits ponts qu'on attend, mais c'est des petits ponts linguistiques, ou encore des tactiques d'écriture. Alors, qui est le champion de la littérature française 2018, vous allez le découvrir tout à l'heure. Alors, un peu d'histoire et un peu de culture. Le mot Goncourt nous vient de Edmond et Jules Goncourt, qui sont deux frères, qui ont légué leur fortune pour récompenser le travail littéraire et honorer des gens qui écrivent en bon français des bons livres, des romans surtout. Ainsi, en application de leur testament, on a créé la Société des Goncourt en 1902. Le premier prix sera décerné le 21 décembre 1903. Alors, comment on fait pour se réunir pour le prix Goncourt ? C'est très simple. Entre septembre et octobre, les jurés du Goncourt se réunissent et ils décernent le prix à partir du mois de novembre. Donc la semaine dernière, on était début novembre, c'est pour ça que c'était la semaine dernière. Mais avant cela, il y a 3 présélections successives et au bout de la 3e sélection, on désigne le vainqueur. Alors, comment on se fait la sélection ? Alors, imaginez-vous, on est dans une ambiance feutrée, dans un restaurant type mafieux. Et c'est dans cette ambiance, avec un peu le parrain, où les 10 membres de la famille de l'Académie Goncourt se réunissent dans un restaurant chaque premier mardi du mois, depuis 1920, dans leur salon, au premier étage de ce restaurant. Comment se passe le mode de scrutin ? Comment on choisit le livre ? Alors, il y a des débats, des votes, des discussions. Et si au bout de 14 tours de scrutin, les membres du gang, les membres de la famille n'ont pas encore désigné le gagnant, eh bien, c'est le chef de famille, le parrain lui-même, le président du jury, qui a une voix qui compte double, et c'est lui qui va faire pencher la balance. Alors, le prix ne peut pas être donné plusieurs fois, donc un écrivain ne recevra normalement dans sa vie qu'une seule fois le Graal tant convoité. Cependant, il y a eu une exception au cours de l'histoire, et je vais vous en parler tout à l'heure. Un écrivain a réussi à faire une entourloupe et avoir 2 fois dans sa vie le prix Goncourt. Combien on gagne ? Alors ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. On gagne quoi ? Alors au début de l'aventure, les frères Goncourt avaient décidé de donner 5000 francs or. Alors si je vous dis 5000 francs or, vous comprenez pas de quoi je parle, parce que les francs, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Et déjà, quand on est passé du franc à l'euro, on n'a rien capté. On n'a rien compris, on sait juste qu'on paye les prix des produits beaucoup plus chers. Et quand je dis franc or, la seule chose qu'on entend c'est le mot or, et là ça résonne dans nos oreilles comme dans La Folie des grandeurs avec Louis de Funès. Monseigneur, il est l'or, avec la voix de Yves Montand. Mais depuis 1903, c'est plus de l'or qu'on distribue, mais un chèque. Aujourd'hui, ce chèque a une valeur qu'un symbolique, faut pas s'attendre à des millions. Donc c'est un chèque symbolique de 10 € que la plupart des lauréats en fait font encadrer chez eux, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Cependant, ce que l'élu attend, c'est pas son chèque de 10 balles, mais plus la notoriété qu'il va tirer de ce prix Goncourt qu'il a réussi à avoir à la sueur de son front et à l'encre de son stylo. Et oui,
il passe du simple inconnu à tous les plateaux télé. Et il sera en tête de gondole de tous les magasins, aussi bien les magasins spécialisés que la grande distribution. J'espère juste qu'il ne prendra pas la grosse tête, comme certains n'ont pas pris la grosse tête avant lui, et puis d'autres qui sont carrément tombés dans l'oubli. En général, c'est pas l'auteur lui-même qui gagne énormément d'argent, c'est plus l'éditeur, puisqu'on estime à plus de 3 millions d'euros de gains suivant les 8 semaines qui suivent la remise du prix. Alors l'équipe du Goncourt ou la famille Goncourt, eh bien, n'est pas exempte de critiques et de polémiques, puisque au cours de l'histoire, ils ont été obligés de changer certaines règles parce que les gens les critiquaient. Par exemple, ils décident qu'il est incompatible d'être juré et rémunéré par une maison d'édition, parce que ce n'était pas le cas avant. Et plusieurs personnes des jurés des Goncourt faisaient partie de maisons d'édition. Donc là, on a dit, tu peux plus être juge et en même temps partie. Donc là, on sépare les choses. Ensuite, les jurés doivent démissionner s'ils ne siègent pas durant l'année. Donc ça, c'est une règle qu'on devrait appliquer chez les députés nationaux et puis les députés européens. S'ils ne siègent pas, ils devraient démissionner. L'âge limite est instauré à 80 ans pour les futurs membres de l'Académie Goncourt. Par contre, qu'il ne fasse pas le coup de Giroud quand il avait voté lui-même l'âge de la limite pour les entraîneurs dans la Ligue 1. Et puis après, quand lui, il a atteint l'âge, il a crié au scandale pour faire revenir à la loi. Voilà. Les recalés. Alors, comme tout concours, il y a des gens qui gagnent et puis il y a des gens qui perdent. Et alors, il y a plusieurs auteurs qui se sont fait recaler. Par exemple, Guillaume Apollinaire. On a tous appris des poèmes et des textes de Guillaume Apollinaire. Les écoliers qui nous écoutent et les parents qui font apprendre les poèmes à leurs enfants. D'ailleurs, je ne sais pas comment vont faire les profs quand ils vont enseigner les poèmes d'Apollinaire à partir de maintenant, parce que vous pourrez dire à vos élèves que Apollinaire s'est fait recaler du Goncourt. Pour les femmes, la parité oblige. Il y a eu Colette, une auteure qui s'appelle Colette. Mais elle a bien joué son coup parce qu'elle fera partie plus tard du jury. Elle a été recalée quand elle avait prétendu pour le Goncourt, mais après, elle a réussi à se venger en rentrant, elle, dans le jury du Goncourt. Elle est quand même assez forte, hein. Elle a réussi à rater un examen, mais ensuite, c'est elle maintenant qui va juger les gens pour obtenir ce même examen. Et puis, il y a eu les boudés. Il y a eu les gens qui étaétait connu, qui avait le niveau, qui était super fort et qu'on a considéré comme des racailles de la littérature. Parmi eux, le fameux MC André Gide, pour ceux qui le connaissent. Et puis il y a eu aussi le B-boy Jean-Paul Sartre ou encore Albert Camus, tous ces grands auteurs français. Eh ben eux, ils ont été carrément mis de côté et même pas pris en considération par les Goncourt, par le prix Goncourt, alors que par la suite, tout le monde les connaît aujourd'hui, ce sont des plus grandes références de la littérature française. Voilà, on voit bien que ce ne sont pas forcément les meilleurs qui sont récompensés et que cela reste un choix purement subjectif. De toute manière, avec l'être humain, c'est ce qui le caractérise, c'est la subjectivité. D'ailleurs, la plupart des lauréats, eux, tombent dans l'oubli par la suite et il y a des gens qui ont le prix Goncourt et dont on n'entendra plus jamais parler. Le problème aussi dans le jury des Goncourt, c'est que la majorité sont des hommes depuis le début. Et même si on a introduit des femmes au cours du temps, elles restent quand même minoritaires. Par exemple, si on compare avec nos voisins anglais, pour le Pen Club, The Pen Club, qui n'a rien à voir avec le club de Jean-Marie Le Pen, il y a sur les 16 jurés sur les 16 membres du jury, 8 hommes et 8 femmes. Pardon, je devrais dire 8 femmes et 8 hommes, parce que si je ne commence pas par les femmes, on va avoir le droit à des appels des associations féministes et je vais peut-être même me faire agresser par une femme en sortant du studio. Voilà ce que je voulais vous dire, un peu une présentation assez succincte du prix Goncourt, qui est quand même le prix le plus prestigieux de la littérature française. D'ailleurs, il a fait des émules parce qu'on connaît aussi le prix Renaudot. Voilà, donc je parlerai peut-être dans une prochaine émission. Alors, maintenant, on va voir les membres de la team Goncourt. On va commencer par le premier, le chef, le capitaine et le pivot de cette équipe, qui est l'incroyable Bernard Pivot. Bon, un jeu de mots un peu pourri, mais c'est pas grave. Vous le connaissez tous, Bernard Pivot, parce que c'est le célèbre présentateur télévision, notamment d'Apostrophe et de Bouillon de Culture. Un peu de souvenirs musicaux, pour se remettre après dans l'ambiance de Antenne 2, j'allais dire France Télévisions, mais c'était pas l'époque de France Télévisions, d'abord c'était même l'époque de l'ORTF au départ. Donc c'est Bernard Pivot, le président de ce jury des Goncourt,
Et ce n'était pas spécialement un bon élève à l'école, sauf en sport et en français. Donc, chers auditeurs, on n'est pas obligé d'être bon partout. Bon, faut pas abuser parce qu'il sort quand même vice-major de promo de son école de journalisme. Il y a des limites, d'accord? Il a créé les championnats de France d'orthographe et on se souvient tous de la dictée qui passait à la télé. D'ailleurs, très récemment, je lisais un article dans la presse qui compare le romancier Rachid Santaki à Bernard Pivot des banlieues. Et c'est bien, et c'est vrai. Par contre, moi, je suis intervenu pour dire que je pense plutôt que c'est Bernard Pivot qui est le Rachid Santaki de Paris. Voilà, c'était le premier membre et le capitaine de la team Goncourt, et on verra la suite de l'équipe après la pause. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2. On reprend, mesdames et messieurs, chers amis, sur France Maghreb 2, l'équipe du Goncourt. On n'a pas fini. On avait parlé juste avant la pause de Bernard Pivot, le capitaine de l'équipe, et on va enchaîner tout de suite avec Didier Descoings, qui est écrivain et scénariste français. Alors, Didier Descoings a reçu lui-même le prix Goncourt en 1977, la meilleure année, pour son livre John l'Enfer. Et lui, je l'aime bien, je l'aime particulièrement bien, parce que il a écrit le script Le Comte de Monte Cristo. D'ailleurs, il reçoit en 1999 le 7 d'or du meilleur scénario pour ce feuilleton. Et on se souvient tous de la prouesse de Gérard Depardieu devant les caméras, du grand Gérard Depardieu. Ensuite, nous avons Françoise Chandernagor, donc c'est la première femme de notre groupe. C'est plutôt une première de la classe. Elle a été diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et elle a une maîtrise de droit public. À 21 ans, elle entre à l'ENA. Donc quand je dis l'ENA, c'est pas l'ENA de Saint-Denis, parce qu'il y a 2 N, mais je parle de celui de Paris, où on retrouve la plupart des ministres et des grands hommes politiques. Et elle va ressortir 2 ans plus tard, Françoise Chandernagor, major de sa promotion. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'une femme obtient ce rang. Donc retenez bien son nom, Françoise Chandernagor. Tahar Benjeloun, mesdames et messieurs, le rebeu du groupe, écrivain, poète et peintre franco-marocain qui est né à Fès au Maroc. Il a reçu le prix Goncourt pour son roman La Nuit Sacrée. Ce qu'il faut savoir sur Tahar Benjeloun, c'est qu'il a été psychothérapeute. D'ailleurs, ça se sent très bien dans ses livres parce qu'il a une capacité à dépeindre la psychologie de ses personnages qui est phénoménale. Écrivain, alors, et aussi, Tahar Benjeloun, c'est l'écrivain francophone le plus traduit au monde. Vous avez bien entendu, c'est un franco-marocain qui est le plus traduit au monde, pour le compte de la France, bien entendu. C'est comme Cheb Khaled, qui était à un moment l'ambassadeur de la francophonie dans le monde. Donc voilà ce qui fera plaisir à Éric Olivier, alias Éric Zemmour. Tahar Benjeloun, c'est le seul Marocain, mesdames et messieurs, à voyager dans l'espace. En effet, des scientifiques ont donné son nom à l'astéroïde 29 449. Je sais pas si j'ai bien dit, ou alors je vous le répète, 29449. Alors c'est pour vous dire, il arrive même à inspirer des scientifiques tellement son aura est phénoménale. Ensuite, mesdames et messieurs, nous avons Patrick Rambaud. Colonel. J'ai pas dit John Rambo, j'ai dit Patrick Rambaud. Ça s'écrit pas pareil. Donc cet écrivain français, il était aussi un élève moyen à l'école. Donc si vous pouvez encourager vos élèves, les professeurs, en leur disant que il y a des gens qui sont jurys au prix Goncourt et qui sont quand même, qui n'étaient pas toujours les premiers de la classe. Donc déjà avec Bernard Pivot, on savait que il était bon en sport et que Rambaud lui était un élève moyen. Donc comment on choisit dans prix Goncourt? Il a fallu rater des choses dans sa vie pour participer au jury du prix Goncourt. En tout cas, c'est très encourageant. Les profs, dites à vos élèves, travaille bien. Les parents, dites à vos élèves, à vos enfants, travaille bien. Sinon, tu finiras membre du prix Goncourt. Je plaisante. Il est l'auteur d'une 30aine de livres, Patrick Rambaud, dont plusieurs parodies, et il reçoit le prix Goncourt ainsi que le prix du roman de l'Académie française pour La Bataille aux éditions Grasset en 1997. Pierre Assouline, autre membre du gang du prix Goncourt, c'est un journaliste chroniqueur de radio, romancier et biographe français. C'était l'ancien responsable du magazine Lire, magazine littéraire. Donc il est membre du comité de rédaction de la revue L'Histoire. Donc lui, sa spécialité, c'est les punchlines. Donc lui, Pierre Assouline, il n'hésite pas à attaquer les gens dans la presse. Donc si vous écrivez quelque chose, alors s'il y a des romanciers, des écrivains, des poètes qui trichent dans leur CV ou qui écrivent des bêtises dans leur bouquin, faites attention, vous allez avoir affaire à Pierre Assouline. Ensuite, vous avez Philippe Claudel, écrivain, réalisateur. Il a une vie d'artiste pas trop sérieux, à l'école non plus. Encore un qui n'était pas bon à l'école. Il rencontre Philippe Soupeau,
qui est le fondateur du surréalisme avec André Breton. Lui, je l'aime bien parce que c'est un des collègues, mon collègue, puisqu'il a été prof au collège et ensuite il a été agrégé. Paul Constant, et comme son prénom l'indique, c'est une femme, donc c'est la deuxième femme de notre équipe du prix Goncourt. Avec un nom comme ça, elle n'a pas le droit d'être absente. Prix Goncourt en 1998 pour Confidence. J'ai pas eu trop d'informations sur elle, mais le mieux qu'on puisse faire quand on a affaire à un auteur ou une auteure de cette trempe, c'est de lire son livre, surtout quand on a été primé au prix Goncourt. Et on va se retrouver dans quelques instants, mesdames et messieurs, pour la suite et la fin de notre équipe, après la pause sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Parler lecture, mesdames et messieurs, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve et tout de suite, je salue les gens qui sont intervenus sur la page Facebook de la radio et de l'émission. Asia Sissi Djek, Ninon Bentsi Ahmed, Nadir Kaya, mesdames et messieurs, qu'il sera là tout à l'heure, Mohamed Lamine Oulard, Othman et Bamba Abou Atta. Voilà, et Jamokor que j'allais oublier. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook. Nous serons très heureux de vous répondre. On continue tout de suite notre présentation de l'équipe de la bande, la team du Goncourt. Alors, le prochain, mesdames et messieurs, c'est Eric Emmanuel Schmitt, le Mike Tyson de la littérature. Académicien, mais attention, pas de l'Académie des ninjas, mais de l'Académie française, mesdames et messieurs. Dramaturge, nouvelliste, romancier et réalisateur franco-belge. Il est né en France, mais il est installé à Bruxelles depuis 2002 et il a obtenu la naturalisation belge en 2008. Il a été traduit en 45 langues et joué dans plus de 50 pays puisqu'il a écrit des pièces de théâtre aussi. Alors son père a été champion de boxe, parce qu'il était prof de sport aussi. Ça se voit quand on voit son fils, on sait que il tient forcément de son père. Il est costaud le bougre. Une anecdote. En 1989, seul, perdu dans le Hogar, lors d'une expédition au Sahara en Algérie, il dit qu'il a été sujet à une expérience mystique. Le sentiment de l'absolu se réveille en lui. À ce moment, une phrase occupe ses pensées. Tout est justifié, dit-il. Il décrit cette expérience extraordinaire dans son roman La Nuit de Feu, qui est paru en 2015. Donc ça fait un peu Jeanne d'Arc comme délire, mais moi je l'aime bien. Et c'est lui aussi qui a écrit Ibrahim et les fleurs du Coran, qui a été adapté à la télévision et au cinéma. Et enfin, nous avons Virginie Despentes. Alors c'est une écrivaine et réalisatrice française et qui a publié son 4e roman en 2002, Teen Spirit, qui fait référence aussi à la chanson de Nirvana qui était sortie en 1991 et qu'on va retrouver aussi dans le livre de Nicolas Mathieu, qui est le lauréat de ce prix Goncourt 2018. Et c'est son livre que je vais vous présenter et qui sera le coup de cœur de cette émission d'aujourd'hui, du mercredi 14 novembre 2018. D'ailleurs, j'ai contacté l'auteur, mais bon, vous savez que ces gens-là sont super occupés puisqu'il a été surmédiatisé depuis la semaine dernière. Alors, on va présenter un petit peu son livre. Bon, pas en entier parce que je vais pas spolier et vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Mais par contre, j'ai vraiment, moi, personnellement, pris plaisir à le lire. Pourquoi ? Parce qu'on a le même âge. Il a 40 ans, bon, j'ai un an de plus que lui, mais bon, on est de la même génération. 77, c'est la meilleure des années. Christophe nous disait. Alors, l'histoire, c'est en fait tout simplement l'histoire d'adolescents qui vivent de leur transition vers l'âge adulte dans le contexte des années 90. Et le personnage principal s'appelle Anthony et il est coincé entre son père, qui sombre tout doucement, et sa mère qui est toujours derrière lui et qui ne lui lâche pas les baskets. Et on voit que le garçon, au fil du bouquin, n'a pas vraiment de sens à sa vie. Et son évolution se fait au gré de ses fréquentations, mais aussi de son évolution physique. Et il va appréhender le monde de cette manière-là. Mais cependant, on voit que dans sa vie, le petit, le jeune, est vraiment seul. Il se sent seul. Et j'ai été intrigué, moi, personnellement, par le rôle de son cousin, dont je ne connais pas le nom. Donc, s'il y a quelqu'un qui a lu le livre et qui est capable de me dire le nom de son cousin, eh bien,
je lui serai éternellement reconnaissant et ce serait vraiment cool de sa part. Alors ce jeune Anthony va subir un revers formidable puisque en fait il va faire une erreur, il va emprunter quelque chose à son père, je vous dis pas, je vous dévoile pas, d'accord, mais il va emprunter quelque chose à son père et il va se le faire piquer par un rebeu, encore eux. Arrive Mokhtar sur son scooter volé. Bon, il s'appelle pas Mokhtar dans le bouquin, mais il s'appelle Hassine. Et c'est un jeune rebeu des cités qui vit avec son père et dont la maman est au pays. Je ne vous dis pas quel pays. C'est le pays de Tahar Ben Jelloun. Et c'est peut-être ça qui a fait pencher la balance pour le choix de Tahar Ben Jelloun. Et il n'a pas de qualification, ce pauvre Hassine. Alors c'est pour ça qu'il va se lancer dans le trafic de drogue avec son cousin du bled. Il a le rôle un peu de bad boy. Voilà, il faut toujours un bad boy dans une histoire. Et bah c'est Hassine qui va avoir ce rôle de bad boy. Mais sa vie prend des tournures hyper différentes. Je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas dévoiler la surprise. Mais simplement, moi, ce qui m'a touché, c'est les relations que vit le garçon Hassine avec son père, qui sont hyper violentes. Dans l'éducation, c'est l'éducation un peu traditionnelle à l'ancienne. Mais super affective de l'autre côté parce que manque de communication, on n'est pas capable de mettre des mots sur des émotions et voilà. Et il va y avoir au cours de l'histoire un rapprochement entre Hassine et Anthony. Alors il va lui piquer sa moto, ils vont s'embrouiller, ils vont se bagarrer, il va y avoir du sang, des larmes et même une histoire d'amour, plus qu'une histoire d'amour d'ailleurs, mais un parallèle entre les deux garçons qui sont de cultures complètement différentes en apparence, parce que l'un vient de l'immigration et l'autre est français, on dirait entre guillemets pure souche, mais en fait ils vont vivre exactement les mêmes choses parce que ils ont le même creuset culturel, celui des années 90. Tout a débuté un matin, compte à 10h10. NTM, la fièvre, qui est le titre de l'une des parties de l'œuvre de Nicolas Mathieu, puisqu'il a intitulé les 4 parties de son livre avec des titres de chansons. Le premier titre fait référence à une œuvre de hard rock qu'on vous a mise tout à l'heure, de Nirvana, Smells of Teen Spirit, et Guns N' Roses pour la deuxième partie. Le troisième, c'est La fièvre de NTM. Et la quatrième et dernière partie, ce sera celle de Gloria Gaynor. Et oui, La fièvre, mesdames et messieurs, sur France Maghreb 2, où l'on parle du prix Goncourt, la seule émission littéraire où vous entendrez du NTM dans Parler Lecture sur France Maghreb 2. Donc, Mohamed Koussa, Parler Lecture sur France Maghreb 2. On reprend notre histoire avec le livre dont je ne vous ai même pas dit le titre, qui s'appelle « Leurs enfants après eux ». J'attendais que quelqu'un me fasse la remarque sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas été réactif. Donc, nous parlons du livre de Nicolas Mathieu, « Leurs enfants après eux ». Et je vous disais, et je vous parlais des personnages qui ont... c'est un livre que beaucoup de personnes qui ont la quarantaine aujourd'hui pourraient très bien comprendre parce que nous sommes dans la début des années 90, donc 92, le livre commence en 1992 et nous sommes à Élange en Lorraine. Donc il y a au niveau des endroits, c'est principalement dans ce lieu, dans cette ville où se trouve la majorité de l'histoire, bien que on a quelques épisodes, en fait c'est pas vraiment des épisodes, quelques rappels au cours du livre où on se trouve à Paris. Voilà. Mais le principal, c'est à Élange, en Lorraine. Alors, de 92 à 98, chaque été, il va se passer 2 mois où l'auteur reprend en fait la vie des personnages principaux. Donc, on avait Hassine et Anthony. Anthony, c'est le personnage principal et Hassine, c'est un peu le méchant qui devient un peu gentil après. Et vous avez Steph, la petite bourgeoise, qui passe son temps à s'amuser avec son amie Clémence, et Anthony, qui est amoureux d'elle, mais ne dévoile pas ses sentiments tout au long du livre. Je ne vous cache pas que à la fin, il y a une surprise. J'espère qu'avec ça, ça va vous donner envie de lire le livre. Et en 92, vous avez la chute du mur de Berlin et vous retrouvez en fait des éléments comme ça qui se sont accélérés avec les années 90 où on a la chute du mur de Berlin, les Jeux Olympiques de Barcelone et en fait les références au sport sont importantes dans ces livres-là parce que on a l'épisode de 92 avec les Jeux de Barcelone, l'épisode de 1994 avec la Coupe du Monde aux États-Unis.
1996 avec les Jeux Olympiques d'Atlanta et 1998 avec la Coupe du Monde où la France a gagné, mesdames et messieurs. Alors, I Will Survive, le refrain de la Coupe du Monde 98, où la France a été sacrée championne du monde. Alors, au cours du livre, dans Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, la musique est omniprésente. On a du hard rock avec Nirvana et Guns N' Roses dans les deux premières parties. On a NTM et leur titre La Fièvre dans la troisième partie, et enfin on a I Will Survive de Gloria Gaynor dans la dernière partie du bouquin. Et les titres en fait n'ont pas été choisis par hasard. D'ailleurs, quand vous reprenez le livre de Virginie Despentes, qui a été elle aussi prix Goncourt, elle a écrit un livre qui s'appelle Teen Spirit. Et lui, sa première partie, le titre de sa première partie s'appelle aussi comme ça. Et voilà. Et qu'est-ce qui est aussi fort dans ce livre? C'est la critique de la reproduction sociale. D'ailleurs, le titre, Leurs enfants après eux, est-ce qu'il est le signe de la reproduction sociale? C'est que ça crève les yeux dans le bouquin, mais la façon dont Nicolas Mathieu raconte, moi qui ai 40 ans, moi qui l'ai vécu, franchement, il sait de quoi il parle. Et là, on voit bien qu'il y a un parallèle entre ce que nous, on a pu vivre dans les quartiers populaires à Paris et dans la région parisienne, mais aussi dans d'autres villes de France industrialisées et qui ont connu la misère économique. Oui, alors on a un appel au téléphone. Madame et messieurs, le premier appel téléphonique. Alors de qui? C'est qui? Najette de quelle ville? Ok, bah nous le dira. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle de région parisienne. Oui. Et en fait, je voulais intervenir donc par rapport au prix Goncourt. Déjà, je voulais vous remercier parce que vous avez une façon de présenter qui est un peu originale, ce qu'on peut écouter dans d'autres émissions de radio. C'est gentil. Donc moi, j'aurais deux questions. Donc une question relative au prix Goncourt. Ouais. Donc je voulais savoir, pensez-vous, donc vous par rapport à votre avis, est-ce qu'un jour on pourrait voir un prix Goncourt décerné à justement un écrivain issu de banlieue? On ne sait pas, un Nadir Dendoun ou un Santaki ou pourquoi pas un Mohamed Koussa qui deviendrait prix Goncourt, ou est-ce que vous pensez que ce prix reste quand même un prix élitiste? Ouais. Ça, c'est ma première question. Ouais. Et ma deuxième question, ça serait donc rien à voir avec le prix Goncourt, mais plutôt aux formations que vous dispensez. Je voulais savoir comment on fait pour pouvoir bénéficier donc de vos formations, et je vous félicite d'ailleurs pour votre prix de champion du monde de lecture rapide. Merci, c'est gentil. C'est très gentil, Najette. Merci. Merci à vous. Alors, pour le prix Goncourt, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui est issu de banlieue? Mais en fait, dans les gens qui sont dans les prix Goncourt, il y en a qui sont nés en banlieue en fait. Mais on entend par banlieue parisienne des gens qui sont plus colorés, on va dire. Bon, on a Diatar Benjeloun. Mais après, en fait, le prix Goncourt, là, déjà le fait qu'on ait quelqu'un qui a été Nicolas Mathieu, si vous voyez la façon dont il raconte et la vie qu'il a menée, quelqu'un qui a le même vie en banlieue, mais s'il a un style d'écriture qui est percutant, qui est bon, qui est fort, il passera forcément. Franchement, si lui il a été choisi, et franchement il écrit super bien. Les scènes elles sont super bien décrites. Il a une façon de vous rendre la position du personnage quand il vit une action, c'est franchement extraordinaire. Alors donc là, moi je pense qu'il va y en avoir de toute manière parce que ça c'est l'évolution de la société. D'ailleurs, dans les prix Goncourt, il y a plusieurs personnalités. Il y a des gens qui ont été primés. Il y a, si je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais il y a une Leila Sheibani, je crois, qui a été primée. Donc je sais pas elle si elle est de banlieue parisienne, mais je pense que Rachid Santaki, après il faut voir le contenu exact de ses productions, mais c'est tout à fait possible, bien entendu. Et moi, je profite pour rebondir sur cette question et encourager les gens à tenter l'écriture. On a vu à travers la vie de personnes qui sont jurys du Goncourt, du prix Goncourt, qui ne sont pas des gens comme on peut croire, des gens qui réussissent tout du premier coup, ou des gens qui écrivent hyper bien à la base. Non, ce sont des efforts, c'est de l'entraînement, ce sont des études, c'est des gens qui ont fait des études. Bon, j'ironisais un petit peu sur leur parcours, mais il faut savoir qu'après, quand ils ont fait des études littéraires, franchement, c'est des gens qui ont trouvé leur passion. Et c'est souvent après le bac qu'on trouve les passions. Parce que même si on a un élève, on va dire, qui est un peu moyen au collège, au lycée, c'est pas grave, c'est pas très important. L'essentiel, c'est de trouver sa voie. Et quand ces gens ont trouvé la littérature, ça y est, ils sont tombés amoureux. Et quand on est amoureux de quelque chose, on fait des efforts extraordinaires. Et votre deuxième question, alors pour les formations, je donne des formations comme la semaine prochaine, la samedi. Donc c'est des formations en lecture rapide. Vous avez toutes les informations sur mon site internet www.mkacademy.net et vous avez la possibilité d'apprendre à lire plus vite.
Mais c'est pas simplement ça, parce que la majorité des gens pensent que lecture rapide rime avec resto rapide. Pas du tout. C'est autre chose, c'est une autre façon d'aborder la lecture, moins stressante en fait. Voilà, donc Najat de Paris, j'espère que j'ai bien répondu à votre question et je vous encourage. C'est bon. Ah, vous étiez à l'antenne, je croyais que vous aviez raccroché. Non, il n'y a pas de souci. Ok, en tout cas, j'encourage les jeunes et les moins jeunes à relater leurs expériences, à écrire, et un exercice que je donne à tous les auteurs, à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur France Maghreb 2 dans l'émission Par les lectures, c'est d'écrire une page par jour. Vous prenez un petit cahier, vous écrivez votre journée et tous les nouveaux mots que vous connaissez, vous essayez de les réinvestir. C'est fondamental. On va faire une petite pause et on va se retrouver juste après par les lectures. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Par les lectures. Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2. Et oui, France Maghreb 2 où on parle de littérature mélangée avec Louis de Funès et NTM, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on parle du prix Goncourt et du livre qui a été lauréat, qui est le lauréat de cette année, Nicolas Mathieu, pour son œuvre Leurs enfants après eux. Je vais terminer mon histoire et on va passer ensuite à autre chose. Alors je vous disais que ce livre relate les années 90 avec une réalité extraordinaire parce que il fait vivre à travers chaque personnage et des prototypes en fait. Et on voit par exemple que la fermeture des hauts fourneaux de Lorraine a créé une crise économique et on voit comment les gens se dégradent, comment le père du personnage principal qui il sombre tout doucement parce qu'il est au chômage, etc. et que sa vie dégringole, l'alcool, la violence, le divorce, etc. La façon dont c'est raconté, dont c'est amené, dont c'est vécu par tous les personnages, aussi bien par le papa d'Anthony, de sa maman, etc. Puis il a un point de vue sur les femmes, c'est assez singulier. C'est la reproduction en fait de ce qu'on a connu dans les années 90, 80 aussi. C'est-à-dire que la jeune femme qui va à l'école, qui réussit pas forcément à l'école, elle finit par tomber amoureuse de quelqu'un, elle a un enfant, et puis voilà, sa vie, elle va s'arrêter à partir du moment où elle a des enfants, il n'y a plus aucune perspective. Et on croyait que avec la vie matérielle facilitée avec les crédits à la consommation, que toutes les choses allaient se devenir mieux. Et en fin de compte, avec la crise économique et le manque d'espoir, les seuls rendez-vous que les gens se donnent, ce sont les compétitions sportives. Et c'est pour ça que son livre est ponctué des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde. Et quand on termine en 1998, déjà le titre qu'il a choisi, I Will Survive, même le titre I Will Survive, c'est très révélateur de la survie. On parle de survie économique, de survie sociale. Et ce qui est bien dans le livre aussi, c'est qu'aussi bien du côté des Maghrébins que du côté des Français de souche, ou de tous les Français en fait, qu'on soit de première génération, de X génération, en fait les gens vivent la même chose, avec leurs particularités, même si toi tu manges du couscous à la maison ou de la choucroute, mais en fait la misère sociale et économique, en fait elle touche tout le monde, les problèmes de drogue touchent tout le monde, et c'est ça qui est fort dans son bouquin. Et lui il l'a vécu parce qu'il est de la génération des quarantenaires de maintenant, et il le vécu, il le retranscrit superbement bien. Ensuite, il y a autre chose, moi aussi, qui m'a touché, c'est il parsème son livre de référence aux jeux vidéo. Et on voit aussi que la culture des années 60-70 a subi je vais pas dire une crise, mais elle a été brisée perturbé, on dira, voilà, ça c'est le mot qui est plus, je trouve, c'est perturbé par l'introduction du jeu vidéo et de ce phénomène en fait. Et aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un de jouer aux vidéos, mais voilà, il y a rien d'exceptionnel. Mais là, les années 80, c'est là qu'on a connu les Super Mario, les Shinobi, les Sega Master System, les Super Nintendo, etc. Et l'informatisation des foyers, des gens, ça a commencé dans les années 80. D'ailleurs, dans le livre, il en parle aussi. Et en fait, c'est le reflet du bien matériel et de ce qui va devenir aujourd'hui avec ce qu'on connaît nous avec les téléphones portables. Alors qu'en réalité, c'est les moyens de communication, les moyens de divertissement, et ça produit de moins en moins de communication et un divertissement à outrance qui n'a plus vraiment de sens en fait que de suspendre le temps. D'ailleurs, la notion de temps dans son livre, moi je l'ai trouvé c'était marrant en fait parce que le temps il est suspendu dans le bouquin. T'as l'impression de te retrouver dans le Far West, alors qu'on est on est en France, mais c'est la même chose. Le temps est suspendu, les personnages sont bloqués dans leur psychologie, dans leur façon de voir le monde. Et le titre, Leurs enfants après eux,
c'est pas qu'est-ce que leurs enfants vont devenir après eux, parce que c'est une espèce de spirale et ils vont vivre avec des jeux vidéo nouveaux, enfin, avec des chansons nouvelles, avec des crédits à la consommation, des grandes télévisions. Et en fait, ils vont devenir la même chose que leurs parents, parce que l'être humain, du point de vue de ses sentiments et de son aspiration au bonheur, eh bien, il ne change pas et on recherche tous la même chose. Voilà ce que je voulais vous dire de ce livre-là. Personnellement, je vous le recommande. Je vous le recommande tout simplement. Je voulais répondre à une question sur Facebook. Donc, il y a quelqu'un Monsieur Ziara, qui pose la question. Alors, première question, est-il possible d'expliquer en 2 minutes ce que les lois de Parkinson? Alors, c'est pas directement lié au prix Goncourt, mais pour répondre à la question, la loi de Parkinson, c'est une loi en productivité qui dit que plus on a du temps pour réaliser une tâche, le premier qui dit moustache, il a perdu, plus cette tâche prend du temps. C'est-à-dire que quand on va faire quelque chose, plus on va se dire, bon, je finirai quand j'aurai terminé, plus en fait, soit vous terminerez jamais, soit on va mettre beaucoup de temps pour la terminer. Donc la loi de Parkinson, elle nous enseigne une chose, c'est que quand on fait quelque chose, lecture de livres, devoir, travail, ce que vous voulez, vous devez vous fixer un temps limite. Un temps limite, vous estimez un temps, même si vous terminez avant, vous terminez après, l'essentiel c'est de programmer les choses et de mettre les coordonnées GPS dans votre cerveau pour lui donner une direction. Sinon, vous tombez en loi de Parkinson et vous allez perdre du temps. Une deuxième question qui a été posée, mon enfant veut tout faire lui-même, dois-je le laisser faire? Bien sûr que non. Enfin, alors j'ai mal compris. Oui, il faut le laisser faire par lui-même, mais il faut l'accompagner. Voilà, c'est tout simplement. Parce que c'est bien un signe d'un enfant qui veut devenir autonome, mais des fois ça prend du temps, ou alors il va pas très bien faire les choses. Faut le laisser se débrouiller, mais il faut l'accompagner, tout simplement parce qu'il faut lui rappeler la notion de temps. Étant donné que la notion de temps n'est pas encore installée de manière définitive chez un enfant, ça se fait avec le temps justement, et que petit à petit, faut aussi prendre ses dispositions pour que l'enfant il vous bloque pas vous-même dans ce que vous voulez faire. Surtout par exemple le matin quand les enfants ils vont à l'école, les parents leur disent dépêche-toi parce que on est pris par le temps, parce qu'il faut pas arriver en retard, parce qu'on a préparé les cahiers, parce qu'on a rendez-vous, on doit aller travailler, etc. Donc ce qu'il faut c'est leur laisser du temps, les lever suffisamment tôt pour qu'ils fassent eux-mêmes les choses, mais il faut préparer le terrain. Voilà. Alors on va terminer juste avec quelques éléments pour terminer avec notre prix Goncourt. Donc je vous signale et je vous rappelle que le prix Goncourt de cette année a été attribué à Nicolas Mathieu pour son livre Leurs enfants après eux aux éditions Actes Sud. Et parmi les gens qui ont eu le prix Goncourt et qui sont super connus, vous avez par exemple Michel Houellebecq. Connaissez Houellebecq? Où est le bec? Eh bien le bec de l'oiseau de mauvais augure pour certaines personnes qui est Michel Houellebecq, puisqu'il a été accusé par des gens d'être islamophobes, et à chaque fois qu'il écrit un bouquin, ça défraie la chronique. Un autre personnage qui est très bien à lire, c'est Amin Malouf, l'écrivain franco-libanais, qui a reçu le prix Goncourt pour Le Rocher de Tagnos en 93. Et il est connu surtout, Amin Malouf, pour les croisades vues par les Arabes. Ça, c'est son livre que tout le monde connaît. Et une autre référence, pour faire la parité toujours, c'est pas vraiment à part égale, mais bon, c'est Marguerite Duras, la célèbre Marguerite Duras, pour son livre L'amant L'amant, en 1984. Elle a eu le prix Goncourt aussi pour son bouquin. On fait une dernière pause avant de se retrouver et conclure pour notre émission sur le prix Goncourt. C'était Par les lectures avec Mohamed Koussa. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Donc on a parlé du prix Goncourt, le prix Goncourt 2018 qui a été donné à Nicolas Mathieu pour son livre Leurs enfants après eux aux éditions Actes Sud. Ce livre qui fait la construction du savoir de chacun, qui apporte quelque chose de nouveau. Et on n'oublie pas la phrase de Karl Popper, le savoir, c'est une constatation sophistiquée de l'ignorance.